Si tu arrives au bout de ton roadshow et tu commences à recevoir des term sheets, alors cette vidéo est faite pour toi. C'est au stade de la term sheet que toutes les négociations avec ton investisseur se cristallisent. Tu dois donc absolument la maîtriser et la négocier. La term sheet est un moment clé de ta levée de fonds. C'est à partir d'elle que découle toute l'opération. Après, il sera trop tard pour revenir en arrière. Une bonne levée de fonds, c'est une term sheet bien négociée. Dans cette vidéo, je vais te parler des clauses clés qu'il faut absolument retrouver dans ta term sheet, celles qu'il faut négocier et les clauses à refuser sans se poser de questions. De la valorisation de ta société à sa gouvernance, en passant par les droits des investisseurs et tes engagements en tant que fondateur, afin que tu aies toutes les cartes en main pour une term sheet béton et maîtriser ta levée de fonds. Avant toute chose, tu dois être familier avec les différents types de levées, seed, série A, série B. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder la vidéo d'Alexandre sur la timeline d'une levée de fonds. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Quand tu reçois une term sheet, ton but c'est de bien la comprendre. Il faut que tu puisses comprendre et t'approprier chaque point de la term sheet parce qu'une fois signée, il sera très difficile de revenir en arrière sans perdre en crédibilité. La term sheet, c'est la base du pacte d'associés que tu signeras avec ton investisseur. Garde en tête que tous les droits que tu accordes à l'investisseur créent un précédent pour les prochains tours. Le pacte d'associés d'un tour est la base des négociations des prochains tours. Alors la négociation de ta term sheet est une étape à ne surtout pas négliger. J'ai ici un template de term sheet que l'on va parcourir ensemble durant cette vidéo. Pour que ce soit facile à suivre, on a découpé cette vidéo en petits chapitres qui correspondent aux clauses que tu retrouves dans une term sheet. Comme ça, tu peux naviguer facilement vers les parties sur lesquelles tu te poses des questions. À la fin de cette vidéo, je te donnerai également une liste des clauses qui sont absolument à refuser sans se poser de questions. Allez, c'est parti ? Au début d'une term sheet, il y a un état des lieux. Qui est la société? Qui sont ses fondateurs? Qui est l'investisseur? Ou s'il y en a plusieurs, qui est l'investisseur principal, le lead? Et les investisseurs minoritaires, les suiveurs. Ensuite, tu vas trouver la valorisation de la société, c'est-à-dire ce que vaut ta société avant l'investissement. C'est ce qu'on appelle la valorisation pré-monnaie. C'est ce que tu négocies dès le début avec l'investisseur, en ayant en tête le niveau de dilution que tu es prêt à lâcher selon le montant d'investissement que tu veux ou qui t'est proposé. La market practice, c'est environ 15-25% max de dilution à chaque tour. Attention de ne pas trop te diluer lors de tes premières levées en pré-seed ou seed, au risque de ne plus avoir la majorité de ta société et donc galérer à lever en série A par exemple. À toi d'aller chercher la meilleure valorisation et d'être dilué le moins possible. Si tu as plusieurs term sheets, c'est plus facile de mettre les investisseurs en concurrence et d'obtenir la valorisation que tu souhaites. Et pour avoir plusieurs term sheets, je te conseille d'aller voir la vidéo du Sam qui t'explique comment rendre ta boîte investor friendly. Ensuite, tu as le type d'action que reçoit l'investisseur en échange. Je te recommande de lui donner des actions ordinaires avec des droits préférentiels à figurer dans le pacte d'associés et pas dans les statuts. Évite à tout prix les actions de préférence statutaire qui impliquent une procédure lourde et coûteuse avec l'intervention d'un commissaire aux avantages particuliers. Pour faire un pas vers l'investisseur, on peut lui accorder la faculté de convertir ses actions ordinaires en actions de préférence statutaire. Ce que tu peux également trouver, un pool d'options, BSPCE, BSA, Stock Option, à mettre en place pour intéresser tes salariés et partenaires. Il faut voir qui va supporter le coût de la dilution de ces options. Si tu n'as pas encore de salariés, tu n'as pas forcément besoin de prévoir un pool d'options à ce stade. Tu peux retrouver également les BSA Ratchet, qui sont un mécanisme de relution pour l'investisseur. Si un nouveau tour de financement se fait sur la base d'une valorisation plus basse que celle à laquelle il est entré, donc à un prix par action inférieur à celui que lui-même a payé. Évite tant que tu peux d'accorder des outils de relution à l'investisseur lors de tes premières levées. Sinon, les investisseurs des prochains tours te le demanderont systématiquement. Si vraiment tu ne peux pas éviter les BSA Ratchet, il faut alors les limiter au maximum. Tu as plusieurs moyens pour ça. Par exemple, encadrer précisément le temps que l'investisseur aura pour l'exercer, ou encore prévoir qu'il pourra l'exercer que s'il participe au tour suivant. Dans la term sheet, tu vas retrouver des règles encadrant les transferts des actions de la société. Premièrement, l'inaliénabilité des actions du fondateur, le lock-up. Par exemple, tes actions en tant que fondateur seront incessibles, donc tu ne pourras pas les vendre pendant une certaine durée que tu dois négocier. En général, c'est aligné avec la durée des clauses de lever que j'évoquerai après. 4 ans de lock-up, c'est plutôt market practice. Si tu obtiens une durée plus courte, chapeau l'artiste. Très souvent, tes actions constituent ton unique patrimoine. Alors demande une respiration pour faire un peu de cash out. Cela te permet de céder librement un pourcentage des actions que tu détiens. En général, cette respiration va de 5 à 20% de tes actions. Par contre, en pré-seed et en seed, cela peut être plus difficile d'avoir une faculté de respiration de 20%. La société est récente, donc faire du cash out se justifie moins. Une alternative aussi, c'est de prévoir un reverse vesting de tes actions. Tu débloques chaque année un nombre d'actions qui ne seront plus soumises à l'inaliénabilité et que tu pourras donc céder. Dans tous les cas, quand tu veux vendre tes actions, tu dois respecter le droit de préemption de tes associés. Qu'est-ce que le droit de préemption ?
c'est le droit d'acquérir par priorité les actions que veut céder un associé. En général, on cherche à limiter ce droit aux fondateurs et aux investisseurs majoritaires. Garde en tête qu'il faut toujours maintenir l'équilibre capitalistique et les blocs de détention fondateur-investisseur et demande à ce qu'il y ait des rangs de priorité. Par exemple, si un fondateur cède des actions, c'est un autre fondateur qui peut les racheter en priorité. Si c'est un investisseur qui cède, c'est un autre investisseur qui peut racheter ses actions en priorité. Le droit de sortie conjointe totale, ou encore appelé tag along, c'est un droit qui permet à tous les associés de céder la totalité de leurs actions en cas de changement de contrôle. Attention à bien identifier les cas de déclenchement de ce droit. Les cas les plus usuels, ce sont la cession d'actions qui entraîne un changement de contrôle ou l'entrée au capital d'un industriel. Pourquoi l'entrée d'un industriel ? Parce qu'il a souvent la capacité de racheter le business et n'a donc pas intérêt, contrairement à toi et ton investisseur, à ce que la valorisation de la société soit la plus élevée possible. Le droit de sortie conjointe proportionnel. En cas de cession par un associé d'une partie de ses actions, ce droit permet aux autres associés de se greffer à la cession en cédant également leurs actions au prorata de leur participation. L'acquéreur obtiendra le nombre d'actions prévues initialement, mais auprès de plusieurs cédants. Celui qui voulait céder ses actions initialement, plus les associés ayant exercé leur droit de sortie conjointe proportionnelle. Un conseil, limite ce droit aux principaux investisseurs et pas aux minoritaires, sinon ça peut devenir lourd en termes de process. Le drag along, ou le droit d'entraînement, ou encore le droit de sortie ou cession forcée. En cas d'offre de rachat de 90, 95 ou 100% du capital de la société, les bénéficiaires de ce droit peuvent forcer les autres associés à céder leurs actions. Pour cela, les bénéficiaires de ce droit doivent représenter un certain pourcentage du capital. C'est ce pourcentage qu'il faut négocier, savoir qui sont les associés qui peuvent forcer les autres à céder. En général, c'est à minima les fondateurs, mais les investisseurs voudront aussi avoir leur mot à dire et voudront être inclus dans ce pourcentage. Ce qu'on souhaite idéalement, c'est que ce droit soit à la main des fondateurs. Point barre. S'il y a besoin de faire un pas vers l'investisseur, on peut prévoir de se dispenser de son autorisation si le prix de rachat lui permet de faire un multiple. Dans ce cas, tu dois aussi négocier ce multiple. Les transferts libres, ce sont les transferts qui ne sont pas soumis à la préemption ni au droit de sortie conjointe. Ce sont par exemple les transferts entre un fondateur et sa holding, ou inversement, les transferts au titre de la faculté de respiration, les transferts au titre des promesses de cession, les levers dont on va parler après, le drag along que je viens d'évoquer, et les transferts à des affiliés de l'investisseur. Attention à bien encadrer ce qu'on entend par affilié. Dans la term sheet, tu verras également une partie sur la gouvernance de ta société. L'investisseur va demander la mise en place d'un comité, conseil, board, dans lequel il aura droit à un siège. Ce board peut être simplement consultatif ou plus stratégique, avec un droit de vote de l'investisseur, et donc un droit de veto. L'enjeu ici, c'est d'avoir un board qui apporte de la valeur et qui aide vraiment la société à prendre des décisions stratégiques, sans la bloquer dans sa gestion au quotidien. Tu dois vérifier 4 éléments. D'abord, la composition du board. Pour que le board soit efficace, il vaut mieux limiter ses membres aux fondateurs et aux investisseurs principaux. Idéalement, la bonne personne qui connaît bien le business et qui est ton interlocuteur pendant la levée. Et un tiers pour son expertise et sa connaissance du business qui apportera une certaine objectivité au board. 2. Vérifie ensuite les règles de vote. On prévoit généralement une prise de décision à la majorité simple et le cas échéant avec le vote favorable d'un investisseur ou d'une partie des investisseurs. Si tu dois accorder des droits de veto, assure-toi qu'il n'y en ait qu'un et pas un droit de veto par investisseur, sinon cela peut vite créer des blocages. 2. Vérifie aussi la liste des décisions. Limite un maximum cette liste pour éviter de devoir convoquer ton board tous les 4 matins. On doit y trouver seulement des décisions stratégiques relatives au droit ou la dilution de l'investisseur et à la situation financière de la société. Négocie les seuils d'autorisation par rapport au stade de développement de la société, de son secteur d'activité. Par exemple le montant des prêts, les rémunérations des salariés. Et prévoit que les dépenses concernées soient celles qui ne sont pas déjà prévues au budget annuel. Comme ça, plus besoin de repasser par le board pour celles déjà prévues au budget. Enfin, fais attention au mode de fonctionnement du board. Plus il est simple, mieux c'est. On te conseille par exemple de prévoir un délai de convocation court, voire pas de délai du tout en cas d'urgence ou si tous les membres sont présents, un quorum pour la première convocation, mais pas pour la deuxième, pour pallier la politique de la chaise vide. 3. Un mode d'approbation des décisions qui soit simple en pratique. Par exemple, par tout moyen écrit, y compris l'email. Dans la term sheet, l'investisseur va demander 2 types de droits, des droits financiers et des droits d'information. Tu vas par exemple retrouver le droit de priorité à souscrire à tout nouveau financement. Il faut le challenger. Et si tu l'acceptes, il faut l'encadrer. Vérifie par exemple
1. Que l'investisseur n'ait pas d'exclusivité et que tu puisses voir d'autres potentiels investisseurs. 2. Que l'investisseur souscrive par priorité, mais aux mêmes termes et conditions que ceux négociés avec les tiers. Cela te permettra de discuter avec des tiers et donc d'aller chercher une valorisation plus intéressante. Tu peux aussi avoir une clause d'antidilution. C'est le droit pour l'investisseur de maintenir sa détention capitalistique. C'est assez classique et acceptable, mais il faut l'encadrer. Certains investisseurs veulent parfois un droit de sursouscription, c'est-à-dire que si un investisseur n'utilise pas son droit d'antidilution, les autres peuvent prendre sa part et sursouscrire. Ce genre de clause est à refuser. Il faut veiller aussi à ce que la clause d'antidilution ne joue pas pour les augmentations de capital suite à l'exercice de BSPCE ou de BSA. Une autre clause fréquente est le droit de liquidation préférentielle. Globalement, en cas de cession de ta société, le montant de la cession va être réparti entre les différents actionnaires au prorata de leur pourcentage dans la boîte. Mais ton investisseur peut vouloir se servir en priorité pour sécuriser son investissement, surtout si la cession se fait à un prix par action inférieur à celui auquel il est lui-même rentré. C'est là que la clause de liquidation préférentielle intervient, pour déterminer l'ordre dans lequel se fera la répartition entre les uns et les autres. La liquidation préférentielle de rêve, notre chouchou, et le tien, c'est celle qui prévoit les rangs de distribution suivants. Rang 1, un carve-out, c'est-à-dire une portion de prix de cession qui sera dans tous les cas répartie entre tous les associés, au prorata de leur détention, avant de rembourser les investisseurs. Ça permet de garantir aux fondateurs qu'ils toucheront quelque chose, et donc de les incentiver. Au rang 2, une liquidation préférentielle x1, non-participating sans double dip. Oui, je sais, on dirait le nom d'une boisson Starbucks, mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que l'investisseur récupère le montant de l'investissement, et seulement le montant de son investissement. Et en dernier rang, s'il reste un solde, alors tout le monde y a droit, sauf l'investisseur qui a déjà récupéré sa mise au rang au-dessus. Sache que selon ton tour de levée, plus on se rapproche de l'exit, plus l'investisseur va négocier un multiple au rang 2. C'est normal, plus on se rapproche de l'exit, plus on accorde des droits préférentiels importants, vu que l'investisseur n'a plus beaucoup de temps pour faire son retour sur investissement et qu'il a payé ses actions beaucoup plus cher que tout le monde. Tu peux aussi avoir une solution de liquidité afin de mandater une banque que tu choisiras dans la liste proposée par l'investisseur pour vendre la société à objectif 5-7 ans, pour que l'investisseur puisse vendre ses actions. En général, tu n'auras pas cette clause en seed, c'est trop précoce. Cette clause n'a a priori pas d'intérêt à ce stade. Enfin, l'investisseur peut te demander un droit d'information renforcé. Il faut que tu définisses avec lui la fréquence et le contenu du reporting et que tu t'assures que ce droit d'information renforcé ne soit pas une entrave à la gestion quotidienne de ta société. Il peut te demander également un droit d'audit. Si c'est le cas, assure-toi notamment qu'il soit limité dans le temps, par exemple, une fois par an, tous investisseurs confondus, et pas à la main de chaque investisseur. Et idéalement, qu'il soit aux frais de l'investisseur. Outre la limitation de transfert de tes titres, tu vas être soumis à certains engagements en tant que fondateur et opérationnel. En général, l'investisseur attend de toi 4 engagements que tu vas retrouver dans la term sheet. Une exclusivité à 100% de ton temps dans la société. Tu peux prévoir des dérogations si tu as une activité à côté, ou alors tu peux prévoir une fréquence de liberté, 10 heures ou 2 jours par mois par exemple. Une obligation de non-concurrence. Sur ce point, il est très important de définir précisément l'activité de la société à laquelle tu ne dois pas faire concurrence. Ne prends pas l'objet social, c'est trop large. Veille bien à définir l'activité effective de la société. Comme tu le sais peut-être, chez les salariés, une clause de non-concurrence n'est valable que si elle est rémunérée. Pour les mandataires sociaux, ce n'est pas obligatoire, mais ça semble plus faire. Si une rémunération est prévue, elle doit alors être raisonnable. Par exemple, 30% de la rémunération moyenne perçue les 12 derniers mois, parce que cela a un coût pour la société qui paye les cotisations sociales dessus. Les autres engagements sont la cession de droits de propriété intellectuelle. L'investisseur veut s'assurer que tu cèdes tous les droits à la société et que tu t'assures que les salariés et autres prestataires en fassent de même. Et enfin, les clauses de leaver. C'est le pendant des engagements qu'on vient d'évoquer. C'est la sanction de leur violation. Tu promets de céder tes actions si tu violes tes engagements ou si tu cesses tes fonctions dans la société avant une certaine période, en général 3-4 ans. Sur les levers, il y a 3 choses à regarder. D'abord les cas de lever. Tu peux avoir un bad lever, un medium lever ou un good lever. En fonction du type de lever, le prix auquel tu vas être forcé de vendre tes actions sera plus ou moins décoté. Si tu es révoqué de tes fonctions pour faute grave ou lourde, si tu violes tes engagements de non-concurrence, d'exclusivité, de cession de droits de propriété intellectuelle, alors tu pars en bad lever. Si tu démissionnes ou si tu es révoqué de tes fonctions pour un cas qui n'est pas un bad lever, avant la fin de la durée de lever, ton départ est en medium lever. Enfin, si tu pars pour une raison qui ne dépend pas de toi, en cas de décès, invalidité, incapacité, de toi ou d'un proche, alors ton départ est en good lever. 2. Tu vas devoir regarder ensuite les personnes qui vont récupérer les actions. Je te l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, garde en tête l'équilibre des blocs de détention. L'idéal, c'est d'avoir des rangs de bénéficiaires, comme par exemple, au premier ou au deuxième rang,
les autres fondateurs. Au premier ou au deuxième rang, la société. Elle pourra, si on ne trouve pas de remplaçant à la personne qui part, annuler les actions rachetées. Tout le monde sera alors relué au prorata de ses actions. Donc l'équilibre capitalistique sera maintenu. Et enfin, au dernier rang, on aura l'investisseur. Ce que tu dois absolument refuser, c'est que seul l'investisseur bénéficie des clauses de leaver. Parce que sinon, il se relue et en plus à moindre coût, et en créant un certain déséquilibre capitalistique risqué pour les prochains tours. Enfin, il faut regarder le prix de cession des actions sous promesse. Ce n'est pas du tout choquant de voir que la première année suivant la levée de fonds, le prix de cession sous promesse soit à la valeur nominale, peu importe le cas de départ. C'est pour éviter que le fondateur puisse se faire la malle juste après la réalisation de la levée. Sinon, en général, en cas de good leaver, le prix de cession est à la valeur de marché qui peut être légèrement décoté si le départ survient dans l'année de la levée par exemple. En cas de medium leaver, la décote est dégressive selon la date de départ. Plus le départ intervient tard dans la durée du leaver, plus la décote est faible. En cas de bad leaver, le prix de cession des actions est à la valeur nominale pendant toute la durée du leaver et après cette durée, à la valeur de marché, mais avec une décote qui reste significative pour conserver le caractère sanctionnant et donc dissuasif. Comment on définit la valeur de marché des actions sous promesse? On peut la définir de gré à gré, ou par référence à la valorisation de la dernière augmentation de capital, ou à défaut, faire appel à un expert. Certaines clauses sont à refuser d'office. Il y a d'abord la clause de pari passu. Elle permet à l'investisseur d'avoir les mêmes droits que les prochains investisseurs alors qu'il ne participe pas au tour de financement. C'est vraiment un frein pour les prochains tours. Les futurs investisseurs n'accepteront pas. Autre clause à refuser, le droit de retrait. C'est le droit pour l'investisseur de faire racheter ses actions par les fondateurs si certains événements surviennent. Divergence de stratégie, violation de certaines clauses du pacte. C'est une vraie épée de Damoclès pour toi. Et en plus, tu n'auras pas les moyens de racheter les actions de l'investisseur. Pour contrer ce droit, on peut limiter son exercice à des cas extrêmes, en cas de blanchiment d'argent par exemple. Enfin, le droit de suite. Concrètement, ça veut dire que si l'investisseur vend ses actions à quelqu'un qui les revend plus cher par la suite, l'investisseur a droit à un cut. Si vraiment tu ne peux pas l'éviter, veille à l'encadrer pour limiter ses effets. Par exemple, prévois que le droit ne joue que si la revente intervient dans les 6 mois ou si le prix de la nouvelle cession est X% supérieur au prix de cession initial. Avec tous ces tips, tu seras désormais imbattable en termes de négociation de term sheet. Évidemment, il y a parfois d'autres subtilités ou des solutions alternatives selon les cas de figure, mais je t'ai donné les clés essentielles pour t'approprier le sujet. N'oublie pas, toutes les clauses que tu négocies seront la base de ton pacte d'associés et n'auront plus à être négociées à la fin du processus de levée. Le pacte d'associés servira de base de négociation pour les prochains tours de ton côté comme du côté des potentiels investisseurs. Tu dois absolument maîtriser les tenants et les aboutissants de ta term sheet parce qu'une term sheet maîtrisée, c'est une super levée de fonds assurée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions complémentaires, n'hésite pas à les poser en commentaire et à booker une session de mentoring gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Pense également à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et on se dit à très vite. Ciao!